Bonjour à tous, bienvenue pour cette Malte Academy. Bonjour Emmanuel. Bonjour Céline, bonjour à tout le monde. Merci à tous d'être connectés. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si l'image aussi est de qualité. Ça a l'air d'aller, c'est parfait. Alors sachez que on aura du temps pour poser des questions à la fin. Donc n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions directement dans l'onglet qui est dédié, qui s'appelle questions, donc juste à côté du chat où vous êtes. Sachez également qu'il y aura un enregistrement. Donc le replay sera disponible dès la fin de la session à 12h30, mais aussi on vous la renverra demain. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez revoir une partie. Je vois qu'il y a pas mal de monde connecté. On va pouvoir démarrer. Je vais faire une rapide présentation de Malte et puis ensuite on passera la main à Emmanuel qui va pouvoir nous donner son retour d'expérience sur la prospection, sur Malte et même ailleurs. Donc très rapidement, moi je suis Céline, responsable des événements freelance et consultants pour la France. Mon rôle c'est de vous proposer des contenus qui vous aident dans votre quotidien, un peu comme aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur vos besoins, sur les contenus, les types d'événements. On est toujours évidemment preneurs. La plupart d'entre vous connaissent Malte. Donc, on est une plateforme de freelance qui réunit un peu plus de 500 000 freelances et consultants. On existe depuis une dizaine d'années. Et notre mission, c'est de vous apporter des missions pour développer votre activité. Et une autre mission que l'on a, c'est aussi de vous accompagner dans tous les à côté à travers des contenus. Et donc ce mois-ci, la thématique c'est la négociation, et c'est un peu à ce titre qu'on a fait appel à Emmanuel qui est freelance chez Malte depuis le début, pour nous donner un peu son retour d'expérience justement sur ce sujet de négociation, parce qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise sur ce sujet, même si on est très bon sur son métier. Parfois, cette partie un peu commerciale, c'est pas forcément évident. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger avec vous et de se faire un partage d'expérience. Donc voilà un peu l'objet de la session d'aujourd'hui. Et sachez également qu'on a pas mal de ressources sur cette thématique, puisque c'est le thème du mois de la négociation, mais aussi sur toutes les autres, à travers soit nos événements, soit les articles que l'on a sur notre resource center. Donc voilà, on a pas mal d'éléments. Vous pouvez les retrouver grâce au QR code. Je vais aussi les remettre dans le chat pour que vous puissiez vous renseigner sur la question. Voilà pour mon introduction. Je vais pouvoir laisser la main à Emmanuel. Et pour ceux qui sont arrivés en cours, sachez qu'il y a un replay qui sera disponible à la fin. Voilà pour moi. Emmanuel, à toi. Merci à tout le monde d'être là. Donc là, je vois quelques personnes que je connais d'ailleurs sur le chat. Ce qu'on va faire, donc, comme l'a dit Céline, moi je vais faire ma présentation. On va en avoir pour aller 40-45 minutes. Maintenant, n'hésitez pas à poser des questions. Céline va jouer un peu le rôle de modératrice. On va essayer de passer aussi un peu de temps sur les questions. Pour dire voilà 2 mots sur moi. Effectivement, je suis depuis pratiquement 10 ans sur Malte. J'ai accéléré vraiment dans les 8 dernières années. Parce que les 2 premières années, j'étais plutôt acheteur. En fait. C'est-à-dire que j'avais une start-up et j'ai acheté des prestations de freelance. Ça m'a aidé d'ailleurs dans mon positionnement parce que je me suis mis du côté client un peu pendant au moins 2 ans. La réalité, c'est que j'ai acheté en fait sur les 10 dernières années, j'ai acheté quand même régulièrement des missions sur Malte. J'en ai acheté en tout et pour tout à plus de 130. C'est-à-dire à peu près, on va dire, ça paraît beaucoup, hein, mais c'est à peu près une mission par mois. Ça peut être de la rédaction, un design de logo, voilà, un site web, ce genre de choses. Et au final, c'est vrai que comment dire en ayant autant acheté, j'ai mieux compris mon client. Alors, le but vraiment de cette présentation, c'est pas tant obtenir des missions, obtenir des propositions de missions et obtenir des leads. Là, c'est plutôt comment transformer les leads en clients. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va voir ensemble. Le but, c'est aussi de rassurer ceux qui se lancent, parce que j'ai pas mal coaché, pas mal accompagné des freelances qui se lançaient dans les derniers mois, voire dernières années, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens très compétents qui n'avaient pas les bonnes compétences commerciales ou la bonne approche. Ce que j'ai remarqué, c'est soit ils ne savaient pas du tout faire un call découvert, ils ne savaient pas défendre un petit peu leur devis, soit parfois ils n'avaient pas les idées en tête des taux de conversion traditionnels, et donc ils ne savaient pas s'ils étaient bons ou mauvais, à quoi s'attendre, quand relancer. Ils n'avaient pas forcément disons, un peu de retour d'expérience par rapport à un autre freelance, même dans un autre métier, pour se donner à peu près une idée de leur performance commerciale, si on peut dire. Alors on va attaquer.
Donc l'objectif vraiment, c'est de vous donner un peu mes clés pour mieux transformer les missions qu'on vous propose. Alors pour moi, voilà, ça c'est un premier retour, c'est important. Le point, c'est vous allez devoir scorer vos prospects. Alors on n'est pas comme dans une agence où on a des appels d'offres et on essaie de répondre au mieux. Là, le but, c'est qu'on est sur Malte, on va recevoir des demandes. Le but, c'est d'avoir un maximum, évidemment. Mais surtout, c'est important de garder en tête, ils n'ont pas tous la même valeur. C'est-à-dire déjà entre une opportunité et un lead, qui s'adresse à vous, c'est pas du tout la même chose. Une opportunité, généralement, elle va être distribuée à beaucoup plus de freelance, et donc forcément, ça va avoir moins d'impact pour vous, dans le sens où vous avez moins de chances de gagner une opportunité. Donc le vrai focus, il faudra plus le mettre sur les réelles demandes, les prospects, celles qui vous sont adressées, les personnes qui ont pris le temps de regarder votre profil. Alors, quand on rentre un peu plus là-dedans, pour moi, ce qui est important, et ça je l'ai vu, l'évolution sur les 10 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui ont déjà fait des missions sur Malte. Donc moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est déjà de vous fier aux signaux faibles. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est que simplement, on doit scorer ses prospects. C'est-à-dire que quand vous avez, alors on va dire, même 4 demandes dans le mois, il y en a peut-être une demande où il faut vraiment mettre le paquet, parce que ça va être un lead qui est qualifié, qui s'exprime clairement, qui a déjà même réalisé une mission. J'ai mis une petite vignette ici, par exemple Sylvain Brochard, j'ai eu ce lead la semaine dernière. Il a déjà fait 10 missions, il a 3 avis positifs. Donc pour moi, c'est un élément rassurant. J'ai pas besoin de tout lui réexpliquer. Donc dans ce cas-là, quand vous avez un lead comme ça qui s'adresse à vous, qui fait une demande claire, ce lead-là, il a véritablement énormément de qualité. Et donc, c'est le but pour moi, le premier but, ça va être déjà d'obtenir un rendez-vous avec lui, d'installer une relation de confiance. Maintenant, quand bien même j'aurais eu le rendez-vous, j'aurais fait le mieux possible mon call découverte, c'est pas dit que je vais gagner le client. Mais pour autant, ce que je veux dire, c'est que forcément, quand vous avez quelqu'un qui vient, il n'a jamais réalisé les moindres missions, il n'a jamais travaillé sur Malte, etc., ne vous étonnez pas qu'il ne revienne pas chez vous rapidement. Prenons dans le cas, par exemple, de Sylvain. J'ai eu la demande, très vite, je lui ai proposé, pratiquement dans l'heure, je lui ai proposé de prendre rendez-vous avec moi via un lien Calendly. Il a pris rendez-vous. Et donc, après, ça s'est très bien passé. On a pris 1 heure, 1 heure et demie. Là, il est en train d'étudier mon devis. Mais je sais très bien que, voilà, c'est pas à 100% que je vais gagner. Peut-être j'ai une chance sur 2, une chance sur 3. Généralement, quand vous avez une demande qui vous est adressée, que vous avez obtenu un rendez-vous, j'ai envie de dire, vous avez une chance sur 3, sur 4. C'est à peu près la probabilité que vous pouvez estimer obtenir. Mais ce qui est important déjà d'entrée de jeu, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, c'est déjà de bien comprendre qu'il y a des leads qui sont de qualité et des leads qui ne le sont pas. Maintenant, sur le volume de leads global, moi j'ai tendance à penser que vous pouvez obtenir un taux de transformation, c'est-à-dire par rapport à une demande, entre 10 et 20% des leads que vous allez obtenir, vous pouvez les transformer. Alors maintenant, si vous êtes un excellent commercial, à ce moment-là, on peut imaginer que vous allez avoir du 25%, 30%, 35%, voire plus. Alors ça, c'est important parce que ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont des taux de transformation extraordinaires, du 80%, un lead sur 2. Bon, ça me paraît un petit peu. Alors soit ils sont extrêmement picky, ils sélectionnent avec vraiment beaucoup d'efforts les leads qu'ils reçoivent, soit ils sont pas honnêtes. Mais normalement, on va dire un taux de commercial normal, c'est 10%. 15%, 20%. Par exemple, dans mon cas, je suis consultant en référencement naturel et référencement payant. Dans mon cas, alors je suis Supermalter 3, j'ai fait plus de 380 missions sur Malte. Alors dans mon cas, même dans le mien, j'ai pas plus de 30-35% de transfo. C'est-à-dire que les gens me connaissent la plupart du temps sur Malte. Quand ils s'adressent à moi, bon, pas tous, mais je perds régulièrement les 2 tiers de mes leads. Ça veut dire que déjà un lead sur 2 ne me répond pas. Si je reçois 10 leads, j'en ai que 5 ou 6 que je peux vraiment travailler. Dans les 5-6, je vais en gagner en moyenne, 1 sur 3. Ce qui veut dire qu'au total, sur 10 leads, si j'en gagne 2, je suis très bon. 2, 3, voilà, je suis entre 20 et 35%. Et là, je parle de quelqu'un qui est Supermalter 3, qui a déjà fait 381 missions sur Malte. Donc, il faut quand même se dire que quand même quand vous êtes Supermalter, il y a un effort à faire et c'est pas toujours évident, malgré que le lead soit de qualité, de signer. Alors, je continue. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça c'est un point très important par rapport à Malte, c'est que sur Malte, les achats se font avec des clients
B2B, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont des entreprises. Ce ne sont pas des achats de particuliers. Malte, alors il y a des gens qui font la confusion et qui imaginent que Malte, ça ressemble un petit peu à Fiverr ou à Upwork, etc. C'est assez différent à mon sens, parce que l'essentiel des clients sur Malte sont des clients entreprises, parfois des grosses entreprises, et il n'y a pas tellement de gigs, de petits services que pourrait demander un particulier. Vous n'allez pas avoir tellement d'auto-entrepreneurs ou de personnes un particulier qui demanderait une mission ponctuelle. Qu'on le veuille ou non, Malte ne s'adresse pas à des clients qui cherchent le prix en priorité. Donc on n'est pas sur du low cost. Donc là on est sur des modèles qui sont plus traditionnels de relations B2B. Et donc quand on veut gagner un client B2B, il y a plusieurs règles à connaître. Alors, on va les regarder en détail. Alors, la première règle, à mon sens, c'est de comprendre que quand on veut signer un client entreprise, ça prend du temps. C'est-à-dire que ça, tous ceux qui vous disent oui, le premier rendez-vous est payant, il faut signer très vite, etc. Bon, en B2B, ça marche pas comme ça prend du temps. Ça veut dire que parfois, vous allez avoir des demandes, par exemple au mois de novembre, et ils vont dire, OK, on fait une demande maintenant, faites-moi un devis, mais de toute façon, on s'engagera que à la rentrée en 2024. Donc, il faut bien comprendre que le process de vente, si vous voulez, le cycle de vente dans une relation d'entreprise à entreprise, en B2B, ça prend du temps. Premièrement, parce que le panier moyen est important. Et en général, quand on va être sur du 2 000 euros, 3 000 euros, parfois même des engagements sur la durée pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai accompagné des consultants qui ont signé des centaines de milliers d'euros sur la plateforme Malte. Et forcément, signer un contrat à 100 000, 200 000 euros, ça veut dire par exemple, je sais pas, un engagement sur 12 mois de 15 jours hommes par mois à du 700 euros, 750 euros. Je l'ai vu dans le recrutement, dans la finance, dans pas mal de métiers, ça existe. Ils vont pas signer ce type de contrat en 5 minutes. Donc le panier moyen étant important, la rétention client étant généralement beaucoup plus longue qu'on peut avoir en B2C, donc ils ont vraiment besoin d'être rassurés sur la qualité de la personne qui va prendre la mission. Je rappelle aussi un point qui est vachement important en B2B. Alors, le point, c'est vrai que, OK, ça prend du temps, mais il y a encore une fois, il y a des avantages. C'est-à-dire que le panier moyen, il est plus important, la rétention, elle est plus longue, ça vous allez garder souvent le client plus longtemps. Et surtout, le point important, c'est que, et ça m'arrive aussi régulièrement sur Malte, c'est que vous avez des clients qui vont faire du repeat avec vous ou qui vont vous recommander à d'autres. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Moi, personnellement, par exemple, je suis assez fan du B2B. Je sais que le principal défaut du B2B, c'est le fait que ça prenne du temps. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup d'avantages. Ne serait-ce que le panier moyen ou encore le potentiel de bouche à oreille qui est très important ou le potentiel de repeat. Simplement qu'un client qui fasse appel à vous, fasse à nouveau appel à vous. Moi, j'ai vu dans mon cas à peu près, c'est 20-25% de mes clients que j'ai sur Malte reviennent vers moi. Ça peut être 1 an après, 2 ans après. Là, par exemple, cet été, j'ai signé un client pour une belle mission. Et la dernière fois qu'il avait été en relation avec moi, c'était il y a 5 ans. Alors, la dernière fois, c'était en 2017, 2017-2018. 5-6 ans plus tard, il revient vers moi, mais il avait gardé une bonne image de moi, il était content du travail, et donc du coup, on a re-signé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, ça prend du temps, mais vous avez quand même un potentiel beaucoup plus important. Vous pouvez travailler avec lui sur une longue durée, sur un panier moyen important. Alors, pour moi, la première règle, et qui est vraiment fondamentale, et c'est là aussi un des points qui distingue Malte des autres plateformes, c'est que votre enjeu, c'est pas de valider votre devis immédiatement. L'enjeu, c'est plutôt d'amener le client à prendre rendez-vous avec vous. Ça, pour moi, c'est fondamental. Généralement, le premier rendez-vous, il est vraiment obligatoire, il est gratuit. Alors, j'ai essayé de faire des rendez-vous payants, ça marche pas. On peut imaginer aussi de dire, de proposer des sessions plus courtes. J'ai essayé un peu tout. Est-ce que le rendez-vous, c'est 1 heure? Est-ce que c'est une demi-heure? Bon, je vous conseille plutôt la demi-heure. Parfois, ça décale un petit peu, mais disons une demi-heure suffit. Un rendez-vous pour collecter un maximum d'informations. Mais disons, une demi-heure, c'est, je trouve, bien. 15 minutes, 20 minutes, ça reste trop court. On n'a pas le temps de faire les présentations. Donc, il faut être prêt à prendre une demi-heure. Moi, je le perds ce temps, je l'offre gratuitement. Je sais, j'accorde des temps tous les jours où on peut me prendre rendez-vous. Mon calendrier n'est pas ouvert n'importe quand, mais il y a des moments où un prospect, n'importe quel jour de la semaine, peut prendre un rendez-vous avec moi d'une demi-heure. Je dis aussi que le deuxième rendez-vous, il est souvent nécessaire. Alors, le troisième, c'est vraiment juste si vraiment le client a encore des difficultés, ça passe par plusieurs personnes, mais il n'y a pas de raison d'avoir un troisième rendez-vous. Normalement, c'est un premier rendez-vous, c'est obligatoire. Un deuxième, c'est souvent nécessaire. Donc, j'ai déjà signé après le premier rendez-vous. Ça m'est arrivé régulièrement. Mais si je prends la majorité des fois, la majeure partie, en tout cas, des clients que j'ai signés, ça reste après 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, ça se passe bien.
il a envie de signer, il va valider des choses, par exemple les délais de paiement, la date du livrable, 2-3 points qu'il veut quand même vérifier, et donc il va vous demander un deuxième rendez-vous qui peut être aussi assez court. Mais là vraiment, c'est vraiment un point de vérification des modalités de mission. Le troisième rendez-vous, si jamais on vous le demande, moi ce que je vous conseille, c'est de bien faire comprendre au client. Écoutez, je suis OK de faire ce rendez-vous, ce sera un rendez-vous court, mais c'est soit, voilà, à la fin du rendez-vous, c'est soit il signe, mais il n'y aura pas d'autres rendez-vous. Donc vraiment, il faut bien faire comprendre que même après le deuxième, normalement, il n'y a pas de raison d'aller au-delà. Mais encore une fois, s'il y a une chose que je pense qu'il est correct de faire, c'est d'offrir, surtout quand le prospect est intéressant, d'offrir un premier rendez-vous gratuit via un Calendly, et en général, ça se passe bien. Alors, quand on rentre dans les rendez-vous, quand on parle d'un rendez-vous d'un prospect, alors ça, c'est un point important, parce qu'on me l'a fait la remarque il y a quelques temps. Honnêtement, comprenez bien que le client, s'il fait appel à vous, c'est qu'il n'a pas vos compétences. Donc, il n'est pas en mesure de connaître vos compétences. C'est pas un entretien d'embauche. On va pas, si vous êtes développeur, on va pas vous juger sur ce rendez-vous de découverte sur votre stack technique. C'est pas ça le point essentiel. Le point qui se joue dans le premier rendez-vous, ça va être totalement différent. C'est plutôt savoir si vous fitez, si vous avez un intérêt, si vous avez bien compris un intérêt avec la mission, si vous avez bien compris les enjeux qui vous sont demandés, et si vous correspondez pour le client à ce qu'il recherche. Alors, pour moi, le call découverte, alors la première chose, c'est déjà évidemment, on ne le fait pas n'importe quand. Je vous ai dit dans le Calendly, vous faites attention d'avoir des créneaux réservés pour ça. Vous ne le faites pas non plus avec n'importe qui. Ça veut dire si vraiment vous voyez que la demande elle est mal formulée, la personne n'est pas claire du tout, etc. Vous n'êtes pas obligé, même s'il a pris rendez-vous, vous pouvez dire écoutez, précisez l'enjeu du rendez-vous, qui vous êtes, racontez-moi un peu plus avant le rendez-vous. Ça, c'est important quand même de venir préparer un rendez-vous. Je dis aussi un deuxième point, dans ce call découverte, moi j'ai une approche, voilà, j'essaie d'être le plus généreux possible. C'est-à-dire qu'en général, j'ai regardé quel est le site du client, c'est quoi son activité, j'essaie de me renseigner sur ses concurrents, c'est quoi son business model. Je sais qu'on va me poser des questions. J'ai aucun problème à livrer des conseils gratuitement. Voilà, je reste encore, comme je l'ai dit, ça va être limité dans le temps, ça dure une demi-heure. Mais je viens préparer au rendez-vous. Je précise que le client va vraiment apprécier le fait que vous avez passé du temps sur son site. Il n'attend pas que vous fassiez une étude complète et que vous lui expliquiez exactement ce qu'il doit faire à ce moment-là, mais à minima, prenez 5-10 minutes, pas beaucoup, mais venez préparer. Voilà, le but c'est quand même de pas complètement découvrir l'activité du client, mais de la comprendre et être capable de lui poser des questions pertinentes. Je dis aussi quelque chose qui est important, c'est un call découverte, c'est vous qui allez poser des questions donc à votre prospect. On va voir comment on l'organise, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est que le client ait compris, le client comprenne que vous êtes enthousiaste par rapport à la mission qui vous est proposée, vous êtes prêt à l'aider, et c'est pas rare qu'un client revienne s'il apprécie l'échange. C'est-à-dire que je fais juste une petite remarque. Souvent, mes prospects me disent « Ah Emmanuel, ça a bien fité avec vous, on aimerait bien avancer avec vous. » Et quand je leur demande pourquoi, ils me disent en fait, d'abord, vous êtes venu préparer au rendez-vous, vous vous êtes renseigné sur ce qu'on fait, on n'a pas le sentiment qu'il faut répéter 1000 choses, et vous tenez un discours sur mesure. Ça vous n'êtes pas parti bien en tête sur ce que vous allez faire, comme si avec un script commercial qui est valable pour un client et valable aussi pour un autre. Donc le fait de proposer un peu du sur-mesure et des solutions un peu plus particulières, ça les rassure énormément. Donc quand on va organiser ce call découverte, encore faut-il, je précise quand même juste avant, bien sûr je sais très bien que pas tous les clients ou pas toutes les demandes de mission vont nécessairement aboutir à un rendez-vous. Moi ce que j'essaye d'obtenir dans mon cas, je me dis allez, j'ai 2 demandes, j'essaie d'obtenir au moins un rendez-vous toutes les 2 demandes. Donc, j'accepte le principe que 50% des leads que je vais avoir sur Malte, ils vont signer avec quelqu'un d'autre, ils vont pas prendre rendez-vous, ils vont même pas répondre. Je ne m'offusque pas. Par contre, s'il vient pas, si par contre il a pris rendez-vous et il est pas là, là je peux lui mettre un peu un coup de pression. J'hésite pas à dire à quelqu'un, attendez, ça fait 5 minutes que je vous attends, vous n'êtes pas là, est-ce que ça tient toujours pour vous? Voilà, pour mettre un peu de pression à quelqu'un qui a pris de votre temps, vous offrez du temps gratuit. Donc c'est important que le prospect respecte aussi votre temps. Mais ce que je précise quand même qui est important, c'est évidemment pas toutes les demandes de mission vont aboutir à un rendez-vous. En tout cas, quand vous avez votre rendez-vous, ce qui est important, ça va être comment vous allez le mener. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est demander en début de call la possibilité de passer en tutoiement. J'hésite pas à casser un peu la glace
et installer ce que j'appelle un climat de confiance. C'est en général apprécié, 100% des personnes disent ça leur fait même plaisir de passer au tutoiement. C'est beaucoup plus facile. Il faut le demander évidemment, mais j'aime bien tout de suite briser la glace. La deuxième chose aussi, c'est qui va se présenter en premier. Est-ce que c'est le client qui va se présenter, ou bien c'est plutôt vous qui allez raconter ce que vous faites, etc. Moi, personnellement, je préfère en tout cas proposer au client de prendre la parole, de présenter son projet, avant même de me présenter. J'essaye d'être minimaliste dans ma présentation. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque. Emmanuel, tu fais quoi? En fait, la réalité, c'est que le client, il sait plus ou moins ce que vous faites, il vous recherche, il va vous poser des questions sur qui vous êtes, mais en réalité, dans un call découverte, l'enjeu, c'est qu'on passe une majorité du temps sur la problématique du client. Donc, ce que j'aime, c'est passage au tutoiement tout de suite. Deuxième étape, c'est surtout pratiquer une écoute active avec des questions, lui demander de préciser son projet, c'est quoi son besoin, quand est-ce qu'il en a besoin, etc. Voilà, avoir un maximum de questions pour montrer à votre prospect l'intérêt que vous avez pour son projet, son besoin. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez évident, mais encore une fois, le prospect n'a pas beaucoup d'intérêt pour qui vous êtes. C'est-à-dire, quand je demande donc d'avoir une approche customer-centric, c'est-à-dire être orienté client, en réalité, c'est simplement reconnaître le fait que ici, le projet le plus intéressant, c'est le client, c'est le projet du client, c'est pas ce qui vous êtes, c'est pas l'enjeu. On n'est pas dans un entretien d'embauche. Dans un entretien d'embauche, c'est un petit peu différent. On peut imaginer que l'enjeu, c'est ça, voilà, qui vous êtes, l'analyse de votre profil, etc. Là, c'est pas vraiment ça. Dans un call découverte avec un freelance, c'est plutôt, est-ce que vous êtes capable d'avoir des questions et de montrer que vous êtes capable de reformuler la problématique client? Est-ce que vous prenez des notes dans le call? Est-ce que vous avez des questions intéressantes? Est-ce que vous êtes capable de définir un périmètre de mission? C'est-à-dire, voilà, quels seraient les livrables que vous proposerez? Quelle serait la deadline? Comment vous communiquez avec le client? Comment vous allez être payé? Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de finir même ce call en lui disant, voilà, si jamais vous acceptez ma mission, voilà à peu près le tarif que je demanderai. Vous n'êtes pas obligé de faire un devis tout de suite, mais souvent, moi, j'aime bien donner une idée quand même du tarif pour se rassurer si le client il est plus ou moins dans le même esprit que vous. Lui dire aussi quand est-ce que vous pourrez lui livrer. Et en général, le client, lui, alors, les meilleurs clients, vous disent aussi, Emmanuel, très bien, vous nous avez dit, vous pouvez nous rendre ça, par exemple, pour la fin novembre. Nous, de notre côté, on vous donnera une réponse, par exemple, la semaine prochaine. C'est important aussi que vous ayez dans votre esprit, est-ce que le client vous a donné des éléments sur sa compréhension du contour de la mission, est-ce qu'il a bien compris comment vous travaillez, et quand est-ce qu'il allait vous donner une réponse. Donc c'est important d'aller jusque-là, et même de lui donner un petit peu des règles sur les prochaines étapes à mettre en place. Il ne faut pas partir du rendez-vous sans avoir à peu près même, j'ai envie de dire, une première idée si ça va, oui ou non, se faire avec vous. Ça veut dire c'est important de savoir est-ce que le projet est urgent, est-ce que le client a un budget, quand est-ce qu'il prendra une décision. Normalement, au premier rendez-vous, vous êtes capable de définir. Vous dites, ouais, bon, j'ai des grandes chances, ça s'est bien passé, a priori, ça va le faire. Le budget, ça rentre plus ou moins dans les clous. Donc, il faut que vous soyez en mesure de répondre à ça. Si vous n'avez pas les réponses, n'hésitez pas à les poser. Alors, parfois, le client ne peut pas vous dire une réponse définitive. Il va vous dire, par exemple, que c'est pas lui qui est décideur. Très bien. Mais vous pensez que vous allez avoir une réponse quand? Ou bien, ce projet, il est prévu pour quand? Quel est le budget que vous aviez en tête? Etc. C'est important aussi, de votre côté, d'être en mesure de poser des questions, de poser un cadre du call et de définir aussi les étapes en lui disant, voilà, si jamais vous me donnez une réponse la semaine prochaine, moi, je peux vous rendre à tel moment et voilà qu'est-ce que ça vous coûterait et je vous prépare le devis vous allez avoir un devis dans les 24 heures, les 48 heures. Alors, encore une fois, quand on mène ce call découverte, l'enjeu, c'est vraiment de gagner la confiance de son prospect. C'est-à-dire qu'on n'est pas c'est quasiment impossible de signer tout de suite après. Alors ça m'arrive de temps en temps où j'ai des personnes qui signent très rapidement. Mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, ça peut prendre quelques semaines. Parfois, ça prend même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça m'est arrivé, par exemple, il n'y a pas longtemps, de signer un contrat plusieurs mois après la demande. Mais ce qui était fondamental, c'est de garder ce suivi et surtout que le client, il s'est dit, bon, Emmanuel, c'est la bonne personne. Ça veut dire vous avez gagné la confiance de votre prospect. Alors, comment on va le faire? Alors, il y a des petits éléments. Encore une fois, c'est plus des histoires de soft skills. Je précise encore un point. Pour gagner la confiance de votre prospect, c'est pas tant les compétences sur lesquelles vous allez être jugé, mais par contre le fait que vous soyez ponctuel au rendez-vous.
le fait que vous êtes venu préparer au call découverte, vous connaissez le secteur, vous connaissez les concurrents, vous avez une compréhension du business model du client. Vous êtes même, pendant le rendez-vous, vous avez déjà proposé un petit peu un échantillon gratuit. Vous avez donné un peu un premier goût au client dans la manière dont vous allez travailler avec lui. Ben, tout ça, vous lui avez quand même donné suffisamment d'éléments pour le mettre en confiance. Je dis juste, voilà, ça paraît idiot, mais il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous. Il y a beaucoup de gens beaucoup de freelances qui vont venir pas préparés ou qui ne sont pas prêts forcément à venir dans une approche généreuse. Je le dis, c'est important parce que parfois, il y en a qui pensent que tout se joue sur le prix. Moi, mon expérience, c'est que c'est faux. J'ai eu plusieurs fois des clients qui me disent « Non, Emmanuel, ton tarif est plus cher, mais tu étais ponctuel, on a vu que tu connais bien le secteur et que tu n'as pas été avare de conseils. » Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une époque, si vous voulez, comme il y a 10 ans, où qui dit freelance dit forcément le prix le plus bas. On a des clients qui ont déjà payé pour le pas cher, on a des clients qui ont fait déjà 4, 5, 10, 20, 30 missions sur Malte, voire plus, et donc ces clients-là, ils savent déjà très bien faire la différence entre un freelance pas cher qui va faire un travail pas forcément de bonne qualité et un freelance de qualité qui certes est plus cher, mais au moins on n'aura pas besoin de faire 50 000 allers-retours. Donc ce que je veux dire quand on parle de confiance, gagner la confiance de son prospect, c'est important déjà de garder en tête que beaucoup de freelances, alors bien sûr c'est pas la majorité, mais souvent vous avez des freelances, soit ils sont pas disponibles, soit ils sont arrivés mal préparés, etc. Donc vous avez votre chance. C'est-à-dire que normalement quand vous avez un rendez-vous, moi, j'ai envie de penser que quand on a déjà obtenu un rendez-vous, normalement, vous avez une chance sur 3 de signer. Si vous avez un tarif qui est correct, si vous avez bien organisé votre rendez-vous, vous avez tout a bien fonctionné, normalement, vous avez une chance sur 3. Parce que grosso modo, je veux dire, prenez même du point de vue client. Le client, il va faire quoi? Maximum, il va demander entre 3 et 5 freelances. Il fait son tri, allez, 5 freelances maximum. Dans les 5 freelances, c'est peu probable que les 5 soient disponibles. Donc, il va en avoir quoi? 3, 4. Combien de rendez-vous il peut faire? Allez, on va dire même un client très sérieux qui va faire 3, 4 rendez-vous. Dans les 3, 4 rendez-vous, il va en éliminer un tout de suite. Il y en a un qui sera pas à l'heure, qui sera pas préparé, etc. Donc, en réalité, ça se joue vraiment sur 3. C'est pour ça que, personnellement, j'ai tendance à penser qu'on peut pas tellement, quand une fois qu'on a le rendez-vous, c'est difficile de dépasser, de gagner plus de 1 sur 3. Alors, on peut gagner parfois 2 sur 3, mais généralement, moi, mon idée, c'est de dire, OK, j'ai eu une dizaine de leads, j'ai eu 10 leads. Dans les 10 leads, j'ai fait 5-6 rendez-vous. Dans les 5-6 rendez-vous, il faut que j'en gagne, allez, 2. 2 sur 6, 1 sur 3. Maintenant, encore une fois, ce qui va se jouer ici, c'est vraiment la compréhension que vous avez de la problématique client et les soft skills, si vous voulez dire, voilà, votre attitude que le client va retenir. Voilà. Connaître son sujet, je l'ai écrit ici, c'est un plus. C'est vrai que c'est mieux d'être compétent. Mais encore une fois, en réalité, vous allez être jugé plus sur votre attitude, sur votre curiosité. C'est pas là où vous allez juger vraiment sur tout simplement votre compétence. Donc alors, il y a aussi une petite erreur que je voudrais éviter que vous soyez amené à penser, c'est qu'un freelance, par définition, n'est pas un commercial. Donc je ne parle pas d'être un bonimenteur, de raconter n'importe quoi. Je lui demande juste de montrer, de faire preuve de professionnalisme, parce que les clients sont tout à fait capables de reconnaître rapidement si vous êtes compétent ou pas, si vous êtes professionnel. Et en général, c'est des petites choses. Encore une fois, juste être ponctuel, suffisamment curieux, poser des questions pertinentes. Et si ça vous demande une préparation, encore une fois, je ne demande pas une préparation de type agence 3 jours avant, d'avoir des slides extrêmement préparés. Moi, je viens sans slide, sans devis, sans rien. Mais j'ai juste passé, encore une fois, 10 minutes, 15 minutes pour regarder quels sont les concurrents, me renseigner un petit peu sur le LinkedIn de la personne, voir quelle entreprise, est-ce qu'il y a eu des mentions dans la presse. Je connais le secteur avant de venir au rendez-vous. Alors, sur la partie juste quand envoyer son rendez-vous, son devis, pardon, c'est important. Bon, j'ai remarqué qu'il faut aller vraiment vite. Alors, j'envoie jamais, dans mon cas, un devis avant d'avoir fait un rendez-vous. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai commencé par la notion de rendez-vous. Pour moi, le but, c'est un rendez-vous. Alors, vous pouvez parfois de temps en temps signer sans faire de rendez-vous, mais bon, ça reste anecdotique. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est essayer de faire autant que possible l'envoi du devis dans les 24-48 heures post-rendez-vous. Je déconseille l'envoi du devis avant le rendez-vous. On peut, évidemment, si la personne elle veut déjà un tarif avant le rendez-vous, vous pouvez toujours lui donner des tarifs à titre indicatif. Mais essayez de le pousser à lui dire, écoutez, je vous dis la vérité, il faut compter entre 1 500 et 2 500 € pour cette prestation. Ça va dépendre des ressources dont vous disposez, de ce qu'il y a à faire. Mais si vous voulez, je vous propose d'en parler dans un rendez-vous. Les gens comprennent, on est en B2B. Qui dit B2B dit sur mesure.
Donc, un client qui veut un devis, complètement bateau, alors qu'on n'a pas pris le temps véritablement de se rencontrer, c'est pas un client sérieux. Donc, il faut quand même essayer de lui faire comprendre que certes, voilà, un logo ça vaut tant, mais un client intelligent est capable de comprendre que voilà, en fonction de ce que vous allez demander, le tarif il peut passer du simple au double, voire au triple. Donc c'est important d'essayer d'amener le client à un rendez-vous et d'envoyer assez rapidement son devis. Parce qu'on a quand même des clients, là, par exemple, j'ai perdu récemment un devis, j'ai perdu un client parce que j'ai attendu trop longtemps. C'est quelque chose qui revient souvent. J'ai fait le rendez-vous vendredi, je pensais avoir un deuxième rendez-vous avec lui mercredi et s'était déjà engagé entre lundi, mardi, mercredi, enfin lundi ou mardi. Ce que j'aurais pu faire, moi le devis, j'aurais pu tout à fait lui envoyer lundi. Le fait qu'il ait attendu, il a trouvé, ça s'est bien passé avec un autre, il s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Ça, voilà, en tout cas, ça a confirmé la règle que j'ai plus ou moins établie pour moi-même. Essayez en tout cas de jamais attendre plus de 48 heures après le rendez-vous. Après, évidemment, le client ne va pas forcément vous répondre les 48 heures, mais au moins il a un devis devant lui. Alors, un petit point qui est important sur la partie de la négociation. Honnêtement, généralement, j'ai pas trop de clients qui négocient. Là, actuellement, j'en ai un, par exemple, alors c'est pas tant qu'il négocie, mais ma proposition est au-delà de son budget. Alors, ma règle, elle est simple sur la négociation, c'est qu'en fait, voilà, je peux parfois, si le client est un peu serré, refaire une remise de 10%. Bon, ça, c'est possible. Je vais jamais au-delà de 20%, mais la règle globale, c'est vraiment la règle du donnant-donnant. Si jamais, par exemple, le client veut travailler avec moi, mais je dépasse le budget, bah, très bien, on va faire, je vais moins proposer. Il y aura peut-être, au lieu de s'engager, lui demander, lui proposer de faire ça, bah, on fera qu'une partie du travail. Ou bien, si vraiment il veut une remise ou un paiement en 2 fois ou en 3 fois, etc., ok, ce sera contre un engagement de sa part sur, par exemple, une plus longue durée de collaboration. Donc, la règle générale sur les négociations, c'est, pour la résumer, c'est si elle est respectueuse, c'est-à-dire si la personne ne vous dit pas c'est trop cher, mais je n'ai pas le budget, donc déjà ça change tout. Quand par exemple quelqu'un me dit, ce que j'ai eu cette semaine, voilà, un client qui me dit voilà, merci pour votre proposition, mais votre devis dépasse le budget qu'on avait en tête. Pour moi, c'est respectueux. Ça ne veut pas dire que mon travail ne vaut pas tel ou tel tarif que j'ai avancé, mais simplement que le client n'a pas de budget. Dans ce cas-là, en réalité, on peut trouver une solution. Parfois même, je peux réduire de moitié ma proposition si pour autant je travaille pour moitié moins. Et ce qui est souvent le cas. Si par exemple, même voilà, je serais designer je dis bah, il y aura moins de retouches, moins d'allers-retours, je vous fais une proposition plus simple, par exemple, de ce que je vous propose, on peut peut-être diviser de manière significative le devis. Alors, encore une fois, si le client est respectueux, j'ai pas de problème à ce que aller dans le sens d'une négociation, du moment qu'on pratique ce que j'appelle la règle du donnant-donnant. Alors, on m'a demandé souvent, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est souvent d'ailleurs les devs qui me demandent cette question. Comment se fait-il, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'un client va me choisir plutôt moi qu'un autre? Alors cette question-là, en vérité, moi je pars du principe que souvent, pour les clients, ça va être un petit peu difficile de choisir ce freelance plutôt que celui-là. Donc, eux, ils prennent un risque. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont déjà dégager un ou deux sur des éléments de soft skills. C'est-à-dire, ils sont pas venus à l'heure, ils n'étaient pas suffisamment curieux, etc. C'est-à-dire que beaucoup va se jouer, ce que j'appelle dans la première impression. Ponctualité, écoute active, qualité de votre reformulation, qualité de la réactivité. Est-ce que vous avez été généreux, empathique, honnête? Tous ces éléments, ça va leur donner envie de vous choisir. Mais même si vous êtes parfait sur ces aspects-là, c'est encore une fois, pas dit qu'ils vont travailler avec vous. Parfois, ils peuvent choisir finalement de prendre quelqu'un qui travaille déjà dans le secteur ou qui est géographiquement plus proche. Donc voilà, je ne dis pas que vous avez toutes vos chances quand vous avez fait preuve d'autant de compétences, de soft skills, mais pour autant, ça va beaucoup se jouer là-dessus. C'est-à-dire que la réactivité est extrêmement appréciée et la qualité de votre reformulation, c'est ce qu'on appelle la pratique de l'écoute active, ça, c'est vraiment très apprécié. Donc, c'est sur ces points que vous allez être jugé, davantage sur l'étalage de vos compétences, qui en réalité n'intéressent pas tant. Ils vous font confiance. En général, un client, s'il vous fait appel, c'est qu'il vous fait confiance. Il n'est pas capable de juger véritablement. Il peut faire un premier retour, mais c'est pas son métier. S'il fait appel, voilà, vous allez entre deux développeurs, il ne pourra pas dire qui est le meilleur. Par contre, il peut être rassuré sur un profil plutôt qu'un autre, du fait que on a quelqu'un qui a été plus généreux, plus empathique, etc. Alors,
c'est ce que je résume ici, la confiance de votre procès, vous allez gagner dans l'honnêteté, la franchise, le discours vrai, qui va d'ailleurs distinguer beaucoup, je suis obligé de mettre l'accent dessus, le freelancing des agences. Les agences, ils vont souvent avoir tendance à survendre, à proposer des tarifs un petit peu gonflés. Le freelance, il peut se permettre de ne pas avoir ce discours-là. Parce que justement, il a moins de frais, il peut être plus direct, et du coup, il peut adopter une attitude beaucoup plus franche, et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. La générosité et l'empathie, on en a déjà parlé. Alors, il y a juste un petit point quand même qui est important. D'ailleurs, lorsque j'accompagne des freelances qui me demandent de revoir un peu leur profil sur Malte, souvent je leur demande d'ailleurs de mettre aussi en avant leur portfolio et de mettre des logos d'entreprise clients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui, au-delà de la réactivité, de votre intérêt explicite pour la mission, ce qui va les rassurer, c'est le fait que vous avez fait des expériences similaires avec des acteurs du même secteur, ou que vous ayez travaillé pour des entreprises qui ressemblent à l'entreprise en question. C'est-à-dire, si par exemple vous avez travaillé avec pas mal de startups et qu'on a affaire à une startup, donc ça les rassure. Si au contraire vous avez travaillé par exemple dans le secteur bancaire avec des grands comptes, dans un monde très corporate, le fait d'avoir mis cela en avant, ça peut rassurer un client. Donc ça, cette partie portfolio, moi je la mets dans mon profil. Alors pas simplement des captures d'écran, même quand on n'est pas designer, c'est ce que je conseille même pour un développeur, un expert en data, de mettre au moins les logos des clients pour lesquels il a travaillé. Parce que cet effet miroir chez le client, ça joue beaucoup. C'est-à-dire qu'un des éléments qui va jouer, c'est dire, j'ai envie de travailler avec Emmanuel parce que, tiens, il a déjà une expérience assez poussée dans les acteurs du secteur immobilier, par exemple. Ou bien, il a travaillé avec plusieurs acteurs de l'éducation, dans l'univers RH. C'est un secteur qu'il connaît bien. Donc, on va vous choisir pour des compétences qui n'ont rien à voir. Enfin, voilà, moi, je ne travaille pas dans l'immobilier, je ne travaille pas dans l'éducation, mais on va vous choisir parce que vous avez déjà eu des expériences similaires là-dedans. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez, dans le call découverte, mettre en avant. Ça rassure le client. D'ailleurs, ça m'arrive même parfois, même au niveau d'un message, de dire à un client, tiens, merci pour votre proposition, je connais bien votre secteur, d'ailleurs, j'ai travaillé pour votre concurrent, ou j'ai travaillé pour un des acteurs du même secteur. Et ça, tout de suite, vous êtes sûr. En général, ça fonctionne très bien. Les gens, ils viennent, ils prennent rendez-vous avec moi directement. Emmanuel, on veut vous rencontrer parce que vous avez travaillé avec un tel. Et ça les rassure. Alors forcément, dans mon cas, j'ai fait beaucoup de missions, donc c'est assez facile pour moi de leur dire j'ai travaillé avec tel ou tel secteur. Encore que, il y a des secteurs sur lesquels j'ai aucune expérience. Par exemple, je suis pas légitime de travailler dans l'univers du luxe. J'ai très peu de références dans l'univers du luxe, par exemple, ou dans l'univers du tourisme. Moi, j'ai beaucoup plus d'expérience dans l'univers B2B, B2B, je veux dire, par exemple, les logiciels, l'univers RH, le recrutement, l'immobilier, ce genre de choses, ou la finance. Ça, c'est des sujets que je connais bien. Maintenant, il y a des sujets que je connais moins bien, qui m'intéressent moins. Et là, forcément, je sais que je pars avec un certain handicap. Après, c'est pas forcément les clients que je vais rechercher en priorité. Mais ce que je veux dire ici, c'est n'hésitez pas non plus à mettre en avant les expériences similaires, de faire jouer ce que j'appelle moi cet effet miroir. Alors, il y a un petit point qui est important qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps, c'est au bout de combien de temps il faut que je relance un client, vu que je lui ai envoyé mon devis, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui saoule. Et donc, du coup, c'est quand les relances et combien de relances. Alors là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de règle à établir. Je veux dire, chacun il peut faire ce qu'il veut, mais moi, je veux présenter ma propre technique. C'est-à-dire que, dans mon cas, moi, j'hésite pas à mettre de la pression sur mon prospect. Alors, pourquoi ça? Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, moi, j'ai fait un premier rendez-vous gratuit. Je suis venu préparer. J'ai étudié son business model. J'ai apporté du conseil gratuit. Donc, à la limite, j'attends de mon prospect un retour rapide, même s'il n'est pas positif. Donc, en fait, je rentre, si vous voulez, dans cette logique-là, où ce que je dis simplement, c'est que je crée de la dette chez mon prospect. Il a pris rendez-vous, je lui ai expliqué ce qu'on pouvait faire, je lui ai montré, j'ai montré de l'empathie, de la générosité, j'ai pas été avare de conseils. Donc, je vais pas attendre longtemps pour le relancer. Donc, moi, déjà, je le relance une première fois, après maximum une semaine. Une deuxième fois dans les 2 voire 3 semaines. Et si j'ai rien comme retour, je décline la mission et je lui mets carrément de la pression. Ça m'arrive si au bout de 2-3 semaines, je n'ai aucune réponse. Je lui dis, écoute, n'ayant pas eu de réponse, je décline la mission. Et là, vous allez être étonné, ce qui arrive assez souvent. Ils ont retenu que ça s'est bien passé, que j'ai passé du temps gratuit avec eux, que j'aurais donné des conseils. Souvent, il y a des excuses. Emmanuel, désolé, j'ai été débordé, on a eu un séminaire d'entreprise à Barcelone, ça fait une semaine que j'ai pas eu le temps, j'ai un retard, etc. Mais ça avance, etc. Donc moi, personnellement, je n'ai aucune hésitation à mettre de la pression et à relancer. Au pire,
je passe pour quelqu'un qui, saoule un petit peu, mais en fait, la plupart du temps, c'est interprété comme de l'intérêt. Donc en fait, mes clients en général apprécient ça si c'est fait poliment, quitte même à décliner si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Je pense que c'est important aussi de garder à l'esprit que vous êtes dans un rapport, on va dire, un rapport complètement horizontal. Il n'y a pas de subordination vis-à-vis du client. C'est-à-dire que si le client ne joue pas le jeu, il ne répond pas, ça va être difficile de travailler avec lui. Donc au bout de 2-3 semaines, vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à le décliner. Moi, je vais dire le maximum, c'est 1 mois. Mais même pour l'algo, voilà, je ne vais pas laisser des devis non signés sans aucun retour si jamais si jamais j'ai pas eu de réponse. Alors, dernier point, c'est important. Moi, j'aime bien quand même garder un peu une vision sur mes performances commerciales. Ça, alors, pas forcément le premier mois, mais j'aime bien essayer de regarder tous les trimestres combien j'ai eu de leads, combien j'en ai transformé. Qu'est-ce que j'ai raté? Par exemple, un apprentissage récent, c'est voilà, tiens, j'ai attendu 3-4 jours alors, pour un envoi de devis, ça n'a pas marché, il faudrait que j'aille plus vite. Tiens, c'est intéressant, je donne un autre exemple. J'ai raté des devis. Les 2 devis récents que j'ai loupés, c'était de la sous-traitance. C'est-à-dire que je pensais que c'était directement pour le client et il s'avère que c'est une personne qui m'avait proposé, c'était une agence en fait, qui proposait mes services. Et donc là, forcément, ça marche moins. En général, moi, j'évite de travailler en sous-traitance. Là, en l'occurrence, à nouveau, ça n'a pas marché. Et il faudra que je sois plus fin là-dessus pour mieux comprendre, mieux affiner ce que j'appelle moi le scoring de mes leads pour passer moins de temps dans des missions, dans des propositions de missions ou des devis pour lesquels, de toute façon, j'ai beaucoup moins de chances à gagner. Je peux vous dire, par exemple, dans mon cas, évidemment, je signe beaucoup plus facilement des gens qui prennent rapidement un rendez-vous. Je signe beaucoup plus rapidement des personnes qui ont déjà fait des missions avec d'autres freelances. Donc, c'est ces personnes-là sur lesquelles je vais mettre l'essentiel de mes efforts. Juste pour finir, voilà, il y a quelques erreurs qu'on doit éviter malgré tout. Voilà, il faut quand même créer du désir réciproque. Certes, je mets de la pression, tout à l'heure, comme je l'ai expliqué, je crée de la dette chez le client. Je n'hésite pas à le relancer. Mais encore une fois, voilà, le but n'est pas de lui montrer que j'ai besoin de son argent, même si c'est le cas. En tant que freelance, on cherche du travail tous, donc évidemment que j'ai besoin de travailler. Mais pour autant, c'est beaucoup plus simple d'avoir une sorte de désir réciproque, sinon de toute façon ça va pas marcher. C'est vraiment je lui ai mis une grosse pression, il travaille avec moi, de toute façon ça va, et il n'avait pas vraiment envie, ça va vite partir à volo. Et autre règle quand même importante, ne jamais baisser trop son tarif. C'est-à-dire si vraiment vous voyez que il vaut mieux même à la limite, hein, que vous acceptiez l'idée d'augmenter de 10% vos tarifs pour être prêt de faire une négociation à la baisse de 10%, mais jamais de baisser fortement vos tarifs. D'autant plus, je rajoutais juste un petit point, beaucoup de freelance, autant il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, souvent il fallait apporter des tarifs assez bas. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, dans la plupart des secteurs, être en dessous de 450 € jour homme, ça n'a pas vraiment de sens. Je répète aussi un petit point sur la question des tarifs. Quand vous mettez votre TJM, le TJM est un tarif indicatif, c'est un tarif à partir de. Donc en réalité, il n'y a aucun problème de proposer parfois dans du sur-mesure un tarif qui sera 2 fois ou 3 fois plus important, si cela, encore une fois, se justifie.